Merci d'être présente et présent pour cette journée un peu d'atterrissage de vos observations en binôme sur le terrain. Je m'appelle Jeanne Bretéché, vous m'avez sans doute pas croisée au cours de ce projet, c'est surtout Thomas, votre interlocuteur. Moi, je suis la présidente et fondatrice de Social Good Accelerator et j'ai contribué à écrire le projet. Donc moi, je vais surtout vous présenter un peu la raison d'être, revenir sur la genèse et puis je vais laisser la parole ensuite aux opérateurs. Donc l'idée, elle est venue en 2022 parce que notre raison d'être à SOGA, pour commencer, c'est d'accélérer la transition numérique des organisations de l'ESS et aussi des modèles numériques de l'ESS. Donc c'est vraiment de faire émerger un numérique d'intérêt général et puis prioritairement quand même de permettre aux organisations de l'ESS de rattraper le retard pris pas de leur fait, en fait, mais surtout parce que la transition numérique des associations, des structures à but non lucratif, est un impensé politique total, est très peu soutenu et c'est très compliqué quand on arrive à se faire financer que par du projet de soutenir une transition numérique qui est profondément structurelle et complexe. Or, on a quand même au niveau européen, et c'est décliné évidemment dans la structuration des politiques publiques en France, un objectif d'ici 2030 d'atteindre 80% de la population en maîtrise des compétences numériques de base. Donc là, on fait référence au fameux DICOMP, donc le référentiel européen des compétences numériques de base. Or, aujourd'hui, on est autour de 58% de la population qui est considérée en maîtrise de ces compétences numériques de base. Alors, le chiffre date de 2022. Donc, on n'y est pas du tout. Pour pallier donc à ce sujet de fracture numérique, je sais que certaines d'entre vous n'aiment pas ce terme, mais aux inégalités numériques en tout cas, en France, on a déployé une politique, un acte 1 d'une politique d'inclusion numérique, ça vous êtes bien placé pour le savoir. Et fin 2022, c'est quasiment 4000 conseillers numériques qui ont été recrutés sur les territoires, qui ont été formés, donc recrutés un peu from scratch quand même, pour un montant de 250 millions d'euros, politique publique qui est pilotée par l'ANCT et financée par l'État, la Banque des Territoires. Ces conseillers numériques, pour info, ils ont été recrutés la plupart du temps dans la fonction publique. Et je crois que 20% d'entre eux ont été recrutés dans des structures de l'ESS, mais des grosses, donc Emmaüs Connect, Groupe SOS, We Take Care et la Croix-Rouge, notamment. Mais ça n'a pas répondu aux besoins de monter en compétences numériques des salariés de l'économie sociale qui sont en situation d'accompagnement des publics en fragilité multiple, c'est comme un millefeuille. Voilà, on est venu créer de nouveaux métiers sans faire monter en compétences les intermédiaires qui maillent déjà le territoire et qui répondent déjà aux situations d'urgence sociale. Et dernier chiffre, 76%, et ça c'est un chiffre post-Covid, donc c'est intéressant, ça émane d'une étude de recherche et solidarité et Solidatech qui paraît tous les 2 ans. 76% des associations déclarent rencontrer, toujours après le Covid, des difficultés numériques, même si elles ont progressé un peu à marche forcée. Et elles déclarent que presque de 50% sont surtout d'ordre humain, puis technique, financier et enfin stratégique. Bon, le stratégique, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est aussi, je pense, un peu sous-évalué. Voilà. Donc, en fait, on a quand même encore un sujet, même si on a une politique d'inclusion numérique qui aborde son acte 2. Et donc, ce projet-là, il avait vocation à réfléchir aux moyens de mieux faire monter en compétence les acteurs de l'ESS et plus particulièrement les salariés qui accompagnent ces publics en situation de fragilité, en transférant des compétences qui existent, dans l'ESS d'ailleurs la plupart du temps, chez les acteurs de la médiation numérique. Et donc, d'observer les besoins et de voir comment on peut utilement organiser ce transfert de compétences. Pour rappel, on s'est intéressé surtout au secteur non lucratif de l'ESS parce que c'est celui qui souffre de ces freins, notamment financiers, de cette impensée politique. Dans les coopératives, c'est encore un peu un autre sujet, même si c'est quand même moins bien disant que dans les PME classiques. On s'est intéressé aux salariés et potentiellement aux bénévoles, même si je ne sais pas si, en fait, in fine, il y en a eu beaucoup. Il y a eu quand même des bénévoles impliqués, mais voilà, ça, c'est quelque chose sur lequel le comité de pilotage avait quand même beaucoup insisté, notamment
l'UDAPI. Et puis, on s'appuie, donc ça je l'ai dit à la fin, sur les médiateurs numériques et les compétences qui ont été développées la plupart du temps un peu avec les moyens du bord, d'abord dans l'éducation populaire, en tout cas le plus souvent dans l'ESS, et donc des compétences sur lesquelles il faut s'appuyer pour aller plus loin. Bon, quelques chiffres pour rappel, les associations, c'est en France quand même 2 millions d'emplois, presque 80% des emplois dans l'ESS, donc c'est pour ça qu'on se focalise vraiment sur les assos. 20 millions de participations bénévoles. On s'est surtout concentré sur les acteurs de l'action sociale, les branches professionnelles, on va les voir après. Et puis, on insiste, même si on n'a couvert que 4 régions quand même, sur le maillage territorial, encore une fois, de l'ESS. En fait, l'ESS aujourd'hui a un maillage inégalé qui permet d'intervenir partout, y compris dans les zones rurales, mieux que n'importe quel acteur. Et c'est vraiment un partenaire incontournable des acteurs publics, encore trop peu sur les notions d'inclusion numérique. Mais donc ça, il faut que ça s'accélère pour atteindre les fameux objectifs européens 2030. Alors, on a été financé dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt de la NCT, du programme Société numérique, qui a été opéré dans le cadre de France Relance, dont les objectifs sont rappelés ici. Et donc, on fait partie des 23 projets lauréats de cet appel à projet. Ce qui est très chouette, c'est qu'on échange quand même assez régulièrement. Et donc, dans ce travail de capitalisation, on va aussi pouvoir partager nos résultats la semaine prochaine, donc c'est jeudi prochain, et donc consolider tout ça. On a déjà repéré un certain nombre de porteurs de projets avec lesquels on va vraiment pouvoir discuter pour éventuellement envisager une suite et puis renforcer les enseignements du projet. Rapidement sur les opérateurs, donc SOGA, Social Good Accelerator, donc c'est un think tank franco-européen. J'ai déjà parlé de la mission. L'AMENUM, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. C'est la coopérative des acteurs de la médiation numérique, absolument incontournable, qui est aussi un partenaire incontournable des acteurs publics sur les volets politiques d'inclusion numérique. L'agence phare, qui est une agence d'évaluation d'impact, pour le dire vite, soit de politique publique, soit pour l'économie sociale et solidaire. Et il y a elle ici présente, qui a de nombreuses casquettes, qui se représentera sans doute beaucoup mieux que je ne pourrais le faire dans un instant. Donc le projet en résumé, c'est 12 parties prenantes représentées au comité de pilotage, avec des têtes de réseau de l'économie sociale et solidaire, nos financeurs, et puis des experts, dont PIX notamment, sur le sujet des compétences numériques. 2 chercheurs, pour créer le référentiel d'observation et la démarche d'expérimentation. 16 structures de l'ESS observées, 7 médiateurs, médiatrices numériques expérimentées. Et donc une idéation collective qui est un peu l'objet de votre présence aujourd'hui. Il va falloir qu'on partage les observations et qu'on consolide tout ça pour voir ce qu'on peut transmettre. Donc le comité de pilotage, voilà, je l'ai présenté rapidement, voilà les membres dans le détail. Et donc il s'est réuni à peu près une fois par trimestre pour vraiment orienter les actions. Les 3 objectifs clés du projet, c'était donc de documenter les compétences spécifiques de la médiation numérique appliquées donc aux 4 branches professionnelles de l'économie sociale et donc aux salariés qui sont en situation d'accueil, d'accompagnement des publics en fragilité, avec quelques spécificités en fonction des branches qui vont être rappelées tout à l'heure. C'était aussi d'explorer les nouvelles compétences numériques des salariés de l'ESS, parce que parfois, les salariés de l'ESS ont pu en développer aussi certaines sur le terrain. Et d'outiller les intervenants salariés pour mieux identifier et gérer les fragilités numériques sans pour autant se substituer au travail des médiateurs numériques, mais vraiment avoir des réflexes pour apporter une première réponse et des orientations quand les situations de fragilité numérique sont observées. Et puis on a 3 objectifs associés, donc ça c'est plutôt nos objectifs de lobbying, hein. C'est mieux piloter et augmenter l'impact des actions de formation numérique des salariés de l'ESS, inscrire de nouvelles compétences au répertoire des compétences spécifiques et convaincre les décideurs d'investir davantage dans les compétences numériques de l'ESS. Donc aussi, pouvoir montrer que sur le terrain, ce rôle des salariés de l'ESS et des bénévoles est irremplaçable et qu'il faut s'appuyer dessus pour déployer pleinement les politiques publiques d'inclusion numérique.
Donc, en concertation avec le comité de pilotage, on était parti sur beaucoup plus de branches. Alors, ce n'est pas les branches d'ailleurs qui sont officiellement reconnues. En tout cas, on en a regroupé certaines. Donc, métier du lien social et familial, secteur médico-social, qui est quand même encore le gros des troupes de l'ESS, l'insertion socio-professionnelle qui est un peu à part parce que les bénéficiaires sont aussi salariés et ça, Yael va pouvoir vous en parler, et les centres socioculturels et les régies de quartier qui sont aussi un peu spécifiques parce que c'est aussi le terreau de la médiation numérique. Au niveau de la temporalité, donc on a commencé il y a un an en fait par le kick-off, une analyse documentaire de l'existant. Et puis, on a construit une base de données pour repérer déjà les acteurs de la médiation numérique et les acteurs de l'ESS sur les branches professionnelles. Puis, on a construit le protocole d'observation. Enfin, Yael et Emmanuel ont construit le protocole d'observation et l'ont fait valider par le comité de pilotage. Les binômes ont été constitués, donc vous. Et donc là, on est dans une phase d'atterrissage, comme vous le savez. Ah oui, vous avez une formation aussi. Ça, c'est un point important dans le protocole. Et voilà. Et donc là, on est dans la phase d'atterrissage et on est en train aussi de construire les contenus qu'on va pouvoir repartager ensuite. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a, je tiens à le signaler, deux vidéastes, photographes qui vont documenter la journée et qui vont vous proposer des petites interviews pour qu'on puisse garder une trace de vos témoignages et les partager. Bonjour à tous. Sur l'expérimentation, Jeanne en a quand même dit les grandes lignes. Je vais revenir un peu plus dans le détail. La majorité des structures qui ont été observées sont là aujourd'hui. J'en ai compté 12 sur les 16. Donc il y a eu des désistements, mais qui sont classiques. Donc on a essayé d'avoir à la fois une répartition équilibrée d'un point de vue géographique et territorial. Donc on a réussi à toucher 5 régions, et pas 4. 5 régions en France, parce que la Corse est une autre région. Donc on a réussi à avoir quand même un équilibre territorial qu'on va pouvoir vous présenter sur une carte juste après. Un équilibre aussi sur les branches de l'ESS qui ont été citées tout à l'heure. Alors, on parle d'équilibre, on parle surtout d'au moins une représentation par branche, parce qu'il y a des branches qui sont surreprésentées, parce qu'elles sont aussi plus sollicitées et plus au courant des sujets d'inclusion numérique. Dans les structures aussi présentes aujourd'hui, alors il n'y a pas eu de formation pour les structures, par contre, tous les médiateurs numériques qui ont observé vos structures ont été formés à un protocole d'observation qui a été dispensé par Yael et qu'elle aura peut-être l'occasion de présenter juste après. Donc voilà un peu sur le contenu. Et puis l'observation, elle consistait en on va dire un shadowing, mais en tout cas une espèce d'effacement du médiateur numérique qui était là pas pour être actif, mais vraiment pour observer ce qui s'y passait. Et c'était en 2 jours. On aura l'occasion un peu de revenir sur à quel point c'était judicieux de le faire en 2 jours ou pas. Mais en tout cas, le protocole de base intégrait 2 jours d'observation. Et c'est comme ça que ça a été vécu. Et voilà, je vais te laisser la parole, Yael, pour la suite. Mais du coup, je pense que moi, je vais passer les slides un peu rapidement, sauf si tu veux que je repasse. Bon, peut-être. Donc, du coup, pour me représenter rapidement, puisque Jeanne m'a, lancé le flambeau, enfin, je sais pas comment on dit tout à l'heure. Donc, évidemment, moi, je suis indépendante et j'ai plein de casquettes. Mais du coup, sur ce projet, on va dire, j'ai essayé d'intervenir parce qu'on avait un protocole de base qui était quand même un pari qui n'était pas si simple que ça, qui était qu'on n'allait pas envoyer des sociologues sur le terrain pour regarder un peu en fait comment ça se passait, parce que peut-être qu'on ne l'a pas assez dit au tout départ, mais une volonté du projet, et c'est toute la difficulté, je pense, et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce protocole, c'est de ne pas présupposer des besoins numériques dans les structures. Et ça, en fait, c'est pas si évident parce qu'on a tous des idées sur qu'est-ce qu'il faudrait savoir faire ou qu'est-ce qu'il faudrait pas savoir faire et qu'est-ce qui pose problème ou qu'est-ce qui pose pas problème. Donc là, l'idée, c'était un peu de se dire, avant de présupposer, on va essayer de déconstruire un peu ce qu'on pense savoir et ce qu'on croit savoir. Et du coup, on va aller sur le terrain. C'était ça le point de départ. Et il y a eu cette petite difficulté en plus qui était de se dire, en fait, on va pas envoyer des personnes qui finalement sont un peu loin du terrain, où c'est intéressant peut-être parce qu'on peut peut-être
creuser des questions d'analyse, mais en fait, on va emmener sur le terrain des médiateurs et des médiatrices. Et d'ailleurs, je veux bien peut-être que vous leviez au moins la main pour que dans la salle, vous soyez un peu repérés, parce que là, moi, je parle, mais en fait, c'est quand même vous qui avez fait le gros des observations, et surtout, dans la journée, c'est vous, surtout, qui allez raconter un peu ce que vous avez observé. Donc là, moi, je vais donner un peu le cadre, mais voilà, comme ça, je ne suis pas la seule à être allée sur le terrain. Et précisément, l'intérêt au départ, et je pense que c'est aussi intéressant peut-être d'expliquer comment le projet a un peu changé, parce qu'au départ, il y avait une vision peut-être très centrée sur les compétences, et du coup de se dire, en fait, un médiateur, forcément, c'est son métier, donc il va pouvoir un peu évaluer là où en sont les salariés et les personnes quand ils arrivent sur la structure. Et le parti pris, et c'est là où c'est un peu osé, ce qu'on a fait, mais ça a, je pense, pas trop mal marché, enfin, vous nous direz à la fin de la journée, c'était de se dire qu'en fait, on allait mettre, comme ce qu'a dit Thomas, les médiateurs et les médiatrices en posture d'observateur. Donc l'idée, c'était pas de faire une évaluation de la structure, mais c'était de regarder ce qui se passait dans la structure, avec quand même cette petite musique que les médiateurs et médiatrices ont par rapport, et d'ailleurs je pense que ça s'est vu sur les terrains notamment, parce que moi j'en ai fait un en Corse, où il y a forcément des choses que j'ai pas forcément vues, on n'a pas regardé exactement la même chose, qui est notamment, forcément, je sais qu'il y en a qui ont fait par exemple des tests de débit ou des choses comme ça, moi je l'ai clairement pas fait sur mon terrain, mais donc voilà, avec quand même cette petite musique, en étant peut-être plus attentif que moi vraiment sur jusqu'où on pouvait tirer les compétences et les pratiques. Mais là, vraiment, ce qui a été choisi, c'est de vraiment assumer la posture d'observation. Et peut-être, je vais même... Alors, donc bon, là, c'est juste pour revenir effectivement sur les types de structures, donc je pense qu'on y reviendra après. Mais ce qui est intéressant de savoir, du coup, qu'est-ce qui a été regardé ? Et en fait, ce qui a été regardé, c'est pas forcément les pratiques numériques. Donc, je développe un tout petit peu parce que c'est peut-être pas forcément évident. C'est-à-dire qu'on était quand même, par définition, dans les structures de l'ESS, et toutes déjà n'avaient pas de pratiques numériques évidentes. Et donc l'idée, c'était pas de se focaliser sur des pratiques où, si ça se trouve, elles n'existaient pas, ou si ça se trouve, il n'y avait pas forcément de process bien défini. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, on va sur le terrain, et c'est plus en fait des rapports d'étonnement qui ont été menés pour regarder en fait toutes les pratiques, enfin de regarder en fait comment ça se passait, d'essayer de comprendre le fonctionnement des lieux et de voir comment le numérique jouait là-dedans ou jouait pas. Et qu'est-ce que ça produisait ? Qu'à un moment donné, il y avait du numérique ou il n'y en avait pas, ou que telle pratique induisait telle chose. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de sortir je vais dire n'importe quoi, mais par exemple, tiens, dans cette structure, ils utilisent du Excel, tout le monde sait s'en servir, c'est super. Alors que dans d'autres structures, peut-être que personne ne sait servir de Excel, mais en fait, ça pose moins de problèmes que dans la première où ça ne se parle pas entre eux, où du coup les Excel sont pas croisés, et du coup il faut réécrire dans 10 000 Excel différents les mêmes chiffres. Peut-être que ça vous parlera, c'est des choses qu'on a vues plusieurs fois, alors que peut-être que d'autres ont pas cette pratique-là, mais ils ont développé d'autres choses qui sont pas forcément numériques d'ailleurs. Enfin voilà. Donc l'idée, c'était de sortir en fait du prisme outils et compétences. Mais on retombe dessus à la fin. Enfin, pas que, et ça qui est intéressant, pas que. Mais du coup, ça permet d'être un peu plus large dans ce qui a été regardé, et c'est pour ça, là, ce que je mettais ici, c'était de dire, en fait, en observant les pratiques et les non-pratiques, et surtout en étant attentif à ce que ça produit pour la personne qui est en train de faire l'action et dans le collectif, ça permet de se poser des questions qui permettent mieux de saisir les besoins. Donc, par exemple, la question, c'est pas tant est-ce que la personne sait faire ou est-ce qu'elle ne sait pas faire, mais est-ce que ça pose problème qu'elle sache faire ou qu'elle ne sache pas faire. Et si ça pose problème, donc quel type de problème ? Est-ce que c'est un mal-être ? Est-ce que c'est des tensions avec les collègues ? Est-ce que c'est des questions d'estime de soi ? Et du coup, qu'est-ce qui est mis en place dans la structure ? Est-ce que c'est des stratégies d'évitement ? Est-ce qu'en fait c'est posé sur la table ? Est-ce qu'il y a des conflits qui sont liés à ça ? Est-ce qu'il y a des glissements de charge de travail ? Comment c'est discuté ? Comment c'est pas discuté ? Enfin, vous voyez, du coup, ça permet en fait de tirer un peu plus loin que juste les gens ils savent faire ou ils savent pas faire. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce que ça provoque et donc pour qui ? Genre, est-ce que cette difficulté pour une personne, ça a des conséquences dans le collectif ou pas ? Ou est-ce que c'est que pour la personne ? Donc bref, voilà, vous voyez, c'est vrai que je mettais les conséquences sur les collègues, la direction, etc. Et du coup,
qu'est-ce que ça dit derrière et ce qui permet aussi d'interroger qu'est-ce qui est de l'ordre d'une obligation. Et ça, je pense que c'est peut-être une notion auquel vous êtes, surtout je pense les médiateurs et les médiatrices numériques, un peu attentifs. C'est aujourd'hui on parle beaucoup d'obligations de connexion, notamment pour les personnes particulières, enfin les citoyens et les citoyennes qui doivent faire notamment des démarches, et avec des démarches qui sont complètement dématérialisées, du coup qui sont obligés de se connecter, obligation de connexion. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que même au niveau d'une structure, il y a des obligations de connexion. Mais elles n'ont pas toutes le même statut. C'est-à-dire, quand un financeur vous oblige à vous connecter, parce que tout simplement, pour déposer un appel à projet, tout se fait en ligne, et ça demande des compétences spécifiques, ce n'est pas la même obligation qu'une procédure qui a été complètement dématérialisée au sein de l'entreprise, où là, c'est un choix de la direction ou un choix de l'entreprise d'avoir fait cette obligation. Mais par contre, à l'échelle du salarié ou de la salariée, ça va être vécu comme une obligation. Donc vous voyez, c'est que ça permet d'aller un peu plus finement dans ce qui est observé. Et du coup, après, la question, c'est bien sûr d'essayer d'aller jusqu'à comprendre le pourquoi de ces pratiques ou de ces non-pratiques. Là, dans l'exercice qu'on a fait avec les médiateurs et les médiatrices, comme l'a rappelé Thomas, il y avait 2 jours d'observation. Donc vous imaginez bien qu'en 2 jours d'observation, c'est quand même compliqué de saisir tout ce qui se passe dans une entreprise, enfin dans une association, et de comprendre tous les jeux et toutes les relations. Donc là, c'est pour ça que ce qui a été demandé, c'était d'abord juste d'observer des situations. Et en fait, aujourd'hui, l'intérêt, ça va être essayer de discuter de ces situations. Vous verrez dans les groupes, on n'a pas forcément mis un médiateur avec sa structure, parce que l'idée, c'est pas que la structure dise « mais t'as rien compris à ce que t'as observé ». C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est juste de présenter des situations et d'essayer de discuter pour aller plus loin ensemble dans le diagnostic et en fait faire une sorte d'analyse collective. Donc idéalement, ce matin, on atterrit, alors pas forcément sur une analyse méga poussée, mais en tout cas une sorte de analyse partagée de qu'est-ce qui a été vu sur les territoires et comment est-ce que ça résonne avec les structures qui sont présentes, ou comment ça résonne pas, ou comment ça étonne. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces étonnements, enfin, qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'on a envie de travailler ensemble à partir de là. Donc là, c'était juste un exemple que j'avais aussi montré lors de la formation. C'est aussi pour montrer que derrière pratique numérique, en fait, il y a des choses qui sont très différentes. Et ce qui est compliqué, c'est que souvent, on met beaucoup de choses sous le même terme. Et donc là, c'est une cartographie qu'a fait François Saurin, donc certains peut-être connaissent, qui est au Lab Access en Bretagne. En 2019, lui, il a travaillé sur les travailleurs sociaux. Il s'est intéressé plus particulièrement à cette catégorie de professionnels. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette grille, c'est qu'il a essayé donc il a observé des pratiques et il les a cartographiées sous 4 axes. Et en fait, le premier, c'est de dire, est-ce que donc là, cette ligne-là, c'est la ligne de l'accompagnement qui est réalisée par les professionnels. En gros, est-ce que les professionnels se retrouvent à faire de la médiation par rapport au numérique, donc c'est-à-dire que le numérique est l'objet de l'accompagnement, ou est-ce que ils utilisent le numérique dans leur accompagnement. Donc j'en sais rien, c'est par exemple prendre une tablette pour aider sur les questions d'illettrisme par exemple. Mais du coup, ça va être un support de l'accompagnement et il ne va pas forcément être demandé à la personne accompagnée d'utiliser cet outil-là. Dans l'autre axe, c'est sur les questions d'information et du coup, c'est de dire est-ce qu'on est sur l'information, donc en fait c'est le partage de l'information en ligne et le partage de ressources en ligne, ou est-ce qu'en fait on est sur l'informatisation et du coup sur le fait de numériser ou de transformer en information numérique des informations sur les usagers et les usagères que l'on a. Donc vous voyez en fait là, en dressant ce cadre-là, on voit bien que il y a des pratiques qui n'ont strictement rien à voir les unes aux autres et surtout que les problématiques que ça pose sont bien évidemment pas les mêmes et les enjeux sont pas les mêmes. Et là, ce qui est intéressant là-dedans, donc c'est pour ça que les grands enseignements, c'est plus ici une sorte de cadre que je vous propose pour le garder en tête dans la matinée surtout, quand vous aurez le partage tous ensemble des observations qui auront été faites. C'est de se dire, donc c'est pas forcément novateur, mais ça va mieux en le disant, c'est que donc derrière le numérique, on parle de choses qui sont très différentes. Et ce qui était peut-être assez marquant, je pense, dans les observations qui ont été faites, c'est de dire qu'à minima,
et peut-être qu'il y en a d'autres d'ailleurs dans ce qui est ici, il y a des pratiques, ce que j'ai appelé des bénéficiaires, c'est-à-dire qu'il y a les bénéficiaires qui viennent avec des pratiques. Et ça, ça peut paraître évident, mais en fait, ce qui était intéressant dans les observations, c'est que parfois les structures n'en font rien. Et ça peut paraître paradoxal, parce que c'est pas parce que vous faites des ateliers numériques ou informatiques ou je sais pas quoi, que les pratiques des bénéficiaires sont vraiment écoutées. Donc, je prends un exemple, mais ça sera à rediscuter. C'était, et d'ailleurs c'est pas moi qui l'ai observé, mais du coup ça sera d'autant plus rediscuté, je vais peut-être mal le reformuler, mais c'est par exemple des parents qui arrivent avec leurs enfants et qui laissent leur téléphone à leurs enfants, où il y a par exemple TikTok dessus, et les personnes de la structure ne se saisissent pas de cette situation. Parce que c'est pas dans un atelier, parce que la mère est dans un autre atelier, type couture ou je ne sais pas quoi. Donc là c'est une pratique qui finalement est pas du tout adressé par la structure. À l'inverse, il y a des publics en très grande fragilité. Donc là aussi, c'était dans d'autres structures où les bénéficiaires ont des problèmes, par exemple, notamment les personnes qui n'ont pas de domicile, avec une problématique de carte SIM, par exemple, ou de numéro de téléphone qu'elles n'arrivent pas à garder. Ce qui pose alors là plein d'autres sujets et plein de problématiques, notamment pour les démarches en ligne, parce que vous avez besoin d'une domiciliation, mais vous avez aussi besoin d'une stabilité de numéro. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément toujours adressées dans les structures, ou en tout cas qui peuvent l'être, mais pas jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que je disais pratique des bénéficiaires. Le deuxième point, c'est les activités organisées par les structures. Donc là, typiquement, c'est ce que je disais, les ateliers numériques ou informatiques, donc les ateliers qui concernent le numérique ou les aides qui concernent l'accès au Wi-Fi, j'en sais rien moi. Donc vous voyez, et ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce que les deux se répondent ou les deux se répondent pas. Et elles se répondent pas forcément. De la même manière, vous avez des procédures qui sont formalisées au sein de la structure. Et là, j'ai rajouté le plus souvent par la direction. Et ça c'est peut-être un point qui est intéressant que je vous propose de discuter le matin, ou en tout cas d'être attentif à ça. C'est de savoir qui arrive avec une volonté de tout numériser dans la structure. Et il semblerait, dans ce qu'on a entendu, que souvent, et ça paraît logique, mais que la demande ne vienne pas des salariés, mais vienne de la direction. Ce qui, à la fin, arrive pas forcément de manière très fluide, du coup, dans les équipes. Donc ça, c'est aussi quelque chose à interroger, c'est de se dire pourquoi, à un moment donné, la direction ressent le besoin de mettre en place cette numérisation, pour quelles raisons, et pourquoi ça n'embarque pas tout le monde. Et derrière, du coup, il y a les pratiques réelles des salariés, avec du coup des salariés, et là je pense effectivement, tout à l'heure Jeanne parlait des chantiers d'insertion, alors avec cette spécificité de quels salariés on parle, est-ce qu'on parle des salariés permanents ou des salariés qui en fait sont en l'occurrence aussi bénéficiaires, enfin qui ont cette double casquette. Ça complexifie aussi les choses, avec là des personnes, moi, de ce que j'ai pu observer, qui vont vous dire « Ah non, mais moi, le numérique, je veux même pas en entendre parler », et pourtant, ils ont quand même tous un téléphone, et ils font quand même tous des trucs dessus. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc derrière les pratiques, c'est aussi les perceptions que l'on a de ses propres pratiques. Enfin, vous voyez, il y a tout ça derrière. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux enjeux de formation, bien sûr, il y a des questions de compétences, et là, je pense peut-être aussi ce qu'on a pu observer, par exemple, tout simplement lié aux questions de protection des données personnelles, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on a pu voir, ou en tout cas qui sont mal thématisées peut-être dans les structures, ou qui sont plutôt pas souvent thématisées bien dans les structures. Ou par exemple, on parlait aussi de la e-parentalité qui peut aussi être des sujets. Mais en fait, il y a d'autres questions qui sont intéressantes parce qu'elles vont justement plus loin que seulement est-ce que la personne sait faire ou ne sait pas faire. Et donc, ce qui était intéressant dans les exemples qui sont remontés, il y avait cette question de la reconnaissance. Et ça, j'avoue, moi, par exemple, je ne m'y attendais pas à ce point. Et les exemples qui étaient donnés, c'était de dire, dans les structures, il y en a qui ont des téléphones pro et il y en a qui ne l'ont pas. Et en fait, ceux qui ne l'ont pas, du coup, sentiment d'iniquité. Pourquoi moi, je ne l'ai pas? Et surtout quand il y a un manque de transparence sur qui a le téléphone, qui ne l'a pas, même si dans l'absolu, en fait, on peut observer que le téléphone pro, il n'est pas utilisé, sous-utilisé ou mal utilisé. Et pareil pour les écrans en plus, ou les ordinateurs en plus. Enfin, donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sentiment d'inégalité
qui peut être perçu par les salariés de fait de l'accès à du matériel, même si ce matériel, en fait, derrière, il n'est pas forcément utilisé. Je le pose comme ça. Je ne sais pas ce qu'on en fait, mais vas-y Sébastien. Un enjeu de reconnaissance vis-à-vis du reste de la société. Et on a une sorte d'angoisse de pas être bien avec le numérique vis-à-vis de la reconnaissance de ceux qui nous regardent. Et donc, on rentre dans les structures pour dire je voudrais être comme les autres, pour caricaturer un peu, ou en tout cas, j'ai peur de ne pas être comme les autres. Exactement. Et j'ai l'impression, mais ça peut-être que c'est à discuter entre nous, mais qu'effectivement, on a peut-être plus conscience, j'allais dire, sur le côté société, et que du coup, ça se rejoue. Et en fait, c'est assez logique, qu'en fait, il y a les mêmes dynamiques qui se rejouent dans les structures. Sur l'invisibilisation du travail, ça, c'est aussi très intéressant, et parce que c'est lié, et ça, en fait, c'est directement lié à celle d'après, qui est l'enjeu de pouvoir, qui concerne les asymétries d'information. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Donc, encore une fois, on n'est pas allé au bout de l'analyse, nous, aujourd'hui. Mais c'était intéressant de voir aussi que l'asymétrie de l'information, elle ne se situe pas forcément là où on pourrait le penser d'emblée. C'est-à-dire la direction qui a toutes les infos et les salariés qui ne les ont pas. Et une hypothèse que je vous pose, mais c'est peut-être pas la bonne, ça à discuter, c'est que précisément la volonté des directions, souvent de numériser, est liée à cette asymétrie d'information parce qu'eux n'ont pas les infos et eux n'ont pas le suivi de ce qui est fait sur le terrain. Et en vrai, il y a plein de raisons de vouloir ce suivi, et notamment les financeurs en sont une. Et au-delà de juste avoir une politique de management de contrôle, donc il faut aller plus fin que ça. Mais du coup, ça peut aussi être lié à une invisibilisation du travail fourni, qui est que tout ce qui n'est pas dans le suivi n'est pas du travail, ou en tout cas n'est pas valorisé par l'organisation parce que du coup n'est pas perçu. Et même le travail d'entrée de faire ce suivi n'est pas forcément vu comme un travail. Donc on se retrouve avec des situations où il y a des personnes qui en fait ont des rôles de secrétariat à tout noter, à tout recenser pour tout le monde, à avoir un énorme travail de documentation, mais qui finalement n'est pas perçu comme du travail, puisque ce n'est pas le contenu des suivis. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça existe aussi, là tu cites entre les salariés et la direction, les jeux de pouvoir et la symétrie d'information, ça existe aussi entre la structure et ses partenaires. Les partenaires qui veulent absolument, soit ils donnent des sous, soit ils n'en donnent pas, mais enfin ils veulent absolument de l'information parce qu'ils ont un pouvoir sur la structure, et ils veulent tout savoir, tout contrôler, parce qu'ils n'ont rien. Et du coup, ils demandent, ils génèrent une surcharge de travail auprès de la structure pour obtenir ces informations, qui, en les produisant, ces informations, elles, perdent du temps. Exactement. Surtout quand, et ça peut être discuté, je pense, tout à l'heure aussi, derrière, les mêmes informations sont demandées par des partenaires différents, donc sur des plateformes différentes qui ne sont pas interopérables entre elles, qui du coup demandent des travail de saisie supplémentaires, etc., etc., etc. Dans les jeux de pouvoir, j'ai aussi mis juste très rapidement la restructuration des rôles qui parfois se fait sans être pensé en tant que tel. Donc par exemple, vous mettez en place un chat dans votre structure. Du coup, ça permet à des personnes de pouvoir directement s'adresser à d'autres personnes. Et donc potentiellement, il y a un rôle qu'une personne avait avant dans l'organisation qui était de faire ce lien, qui n'est plus fait. Donc ça, c'est juste des choses où il faut faire attention, parce que si ce n'est pas discuté en amont et qu'en fait ce rôle-là de lien, je donne ça en exemple, mais il y a peut-être d'autres fonctions sur lesquelles c'est plus pertinent, a été pour le salarié en question un atout, et même ça faisait le sens de son travail, c'était précisément ce travail de mise en lien, bon bah là potentiellement il le perd, ou en tout cas il est transformé, il est fait différemment. Donc, c'est juste de faire attention sur la restructuration que ça induit, ou tout simplement que les personnes qui sont plus à l'aise avec le numérique vont prendre une place plus importante dans l'organisation de ce fait-là. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Mais si on le pense pas et on le met pas sur la table, après ça risque d'emmener à des conflits ou à des exclusions dans les groupes, sans que ce soit forcément, volontaire bien évidemment, en tant que soit involontaire dès le début. Et après bon donc il y en a, je pense qu'il y a d'autres enjeux, mais vous voyez un peu l'idée, les enjeux de transmission et ce que j'ai appelé de subsidiarité.
mais en fait qui concerne juste la subsidiarité, c'est un gros mot, mais juste pour dire précisément comment on fait pour ne pas tout centraliser à un endroit. Mais ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on voit dans les structures, et notamment celles que j'ai pu observer. On voit bien comment, à un moment donné, la direction a aussi envie de numériser, mais pour éviter de se retrouver à être tout seul, à faire toutes les démarches administratives, par exemple. Donc, en fait, là, il y a un vrai enjeu à un moment donné, charge de travail qui pèse trop lourdement sur une ou deux personnes. Et du coup, il y a un enjeu de délégation. Mais si ce n'est pas bien posé, à un moment donné, bah, du coup, ça peut ne pas être compris par les salariés qui se retrouvent à faire des choses qui n'est pas prévues dans les fiches de poste, ou en tout cas pas énoncer vraiment, ce qui peut produire des crispations. Et après, c'est les enjeux de documentation notamment, mais pas que. Et après, les enjeux de professionnalisation, qui là encore sont aussi très liés parfois à des exigences de financeurs derrière, ou à des passages à l'échelle. Enfin, voilà. Donc ça, c'est aussi des moments dans la vie de l'association où il faut faire attention à la place qu'a le numérique là-dedans. Voilà, c'était juste un petit panorama, mais je pense qu'il y en aura d'autres. Et peut-être l'idée justement des groupes ce matin, ça va être à partir de situations. Et c'est là où je crois qu'il y a 2 médiateurs ou 2 ou 3 médiateurs, médiatrices par groupe. Donc ils pourront eux aussi vous donner peut-être dans ce qu'ils ont observé, ce qui a pu les étonner. Et aussi vous, en tant que structure, de pouvoir peut-être, ça vous donner ça va vous faire penser à des situations que vous avez pu vivre aussi, pour un peu tirer ces fils, de se dire, au-delà de « Ah, j'ai des personnes dans ma structure qui savent faire ou qui savent pas faire », en fait, derrière, pourquoi c'est important qu'ils savent le faire, ou qu'est-ce que ça dit qu'ils n'arrivent pas à le faire, ou qu'est-ce que ça crée comme tension. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est là où vous allez pouvoir tirer qu'est-ce qui est de l'ordre d'un besoin et qu'est-ce qui est de l'ordre de pas forcément un besoin. Parce qu'à la limite, si personne ne sait utiliser Excel, peut-être que c'est pas un problème. Mais ça en devient si en fait, effectivement, il y a des suivis de financeurs derrière. Voilà. Merci Yael. On va revenir sur les objectifs de la journée. Donc vous l'avez compris, on est sur une journée d'atterrissage des observations qui ont été vécues en novembre et en décembre. Ce matin, on a entamé par un temps en plénière qui va être suivi d'un temps en groupe dans lesquels vous allez exprimer vos retours d'expérience. Donc pour des soucis de confidentialité, vous n'allez pas retrouver les structures que vous avez observées si vous êtes médiateur, et les structures observées ne vont pas retrouver leur médiateur numérique. Donc vous allez être mélangé entre différentes géographies, j'ai envie de dire. Je vais vous donner la répartition juste après. Donc voilà, ce matin, on est vraiment sur un rétex autour d'un café. Donc il n'y a pas de format imposé. Vous allez avoir un animateur SOGA par salle, et à chaque fois des personnes qui ont été observées et des médiateurs qui ont observé, de sorte à ce que vous puissiez collectivement dire comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez perçu, et puis faire des retours aussi de ce que Yael a dit, par exemple. Ça peut vous faire animer les discussions que vous allez avoir entre vous. Donc cette matinée, c'est vraiment une grande matinée de rétex qu'on va faire. S'ensuit le déjeuner qui va avoir lieu au même endroit qu'a eu le petit déjeuner ce matin. On a ensuite un temps qui est un temps sur lequel vous allez revenir sur les observations, mais de manière thématisée. Donc vous allez être répartis entre différents groupes. Donc vous allez être divisé en 4 groupes. Et les 4 groupes vont chacun traiter une thématique. Et toutes les demi-heures, vous allez tourner pour traiter l'ensemble des thématiques. L'objectif à la fin de ces 4 temps de 30 minutes, c'est que le dernier groupe puisse restituer ce qui a été fait sur la thématique abordée. Donc ça, on vous le réexpliquera bien pour que vous l'ayez en tête. Et donc la dernière temporalité de cette journée, c'est une restitution de la journée, donc qui sera faite par une personne de chaque groupe pour l'après-midi. Et aussi, on aura une clôture et un remerciement qui sera animé par le SOGA. La répartition de la matinée, je vous la donne. Salle 1, c'est la salle qui est attribuée au comité de pilotage. Le groupe 2, donc, qui sera en salle 2, c'est les structures ESS des Hauts-de-France, avec Sébastien et Mickaël. Et du coup, ce sera moi l'animateur. Voilà, vous avez compris le principe. Pour la salle 3, groupe 3, c'est les structures de l'Occitanie avec Christophe et Thomas, Justine en animatrice. Et la dernière salle, c'est les structures de Corse, Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est Romain et Sandrine pour les médiateurs et Léon en animateur. Je vous laisse bien retenir ça, parce qu'après, vous allez donc retenez bien votre numéro de salle, parce qu'on va avoir un petit temps de pause là de 10-15 minutes pour que vous preniez le temps de respirer, d'aller aux toilettes, etc. Et derrière, on va enchaîner sur les groupes rétex.
Je vais vous montrer juste après. Donc les salles, vous traversez l'espace où vous avez eu le petit déjeuner, c'est tout au fond à gauche. Vous avez une affiche qui vous indique les salles et vous inquiétez pas, il y aura des membres de l'équipe Soga pour vous orienter. Voilà, donc je vous remercie déjà pour l'attention de ce matin. Je vous laisse prendre une petite pause, vous désaltérer et puis on revient vers vous juste après dans la salle qui est juste à côté. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe sur la pause, sur l'organisation de la journée ou sur ce qui a été dit, ou est-ce que ça va? Et si c'était clair, merci et puis à tout de suite.